Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'ai choisi de reprendre ce sujet, mais après un certain temps, pour que chacun s'apaise autour de ce sujet. Emmanuel Macron veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes, à la campagne plutôt qu'en ville. Bon, très bien, mais je me pose la question, est-ce une idée nouvelle? Est-ce que ça n'a pas déjà été appliqué? Et puis, est-ce une bonne idée? Vous y allez, 0826 300 300. Notre politique est absurde, dit Emmanuel Macron. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres. Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Didier Lesky, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Emmanuel Marcadet, directeur de France Fraternité. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aussi Gilles Platré, qui est maire de Chalon-sur-Saône, vice-président national des Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les trois. Nous allons parler de ce sujet librement, évidemment, comme on le fait ici. Et j'attends vos témoignages, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous êtes chez vous, vous le savez. Bien. Alors, cette politique, notre politique d'immigration est absurde. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Elle est absurde, Didier Lesky? Alors, ce qui est absurde, bien évidemment, c'est de continuer, comme il le dit, à avoir de l'accumulation de personnes en difficulté sociale dans des zones. Et moi, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis, oui, où on accumule les difficultés. Maintenant, la politique de répartition, elle ne peut se faire que pour des personnes qui ont un titre de séjour. Et il ne s'agit pas de répartir des personnes sans titre de séjour. Oui, pas tous les étrangers. Non, puisque le président de la République l'a dit lui-même, c'est, je dirais, la deuxième jambe d'une première jambe qui est importante, qui est la maîtrise des flux migratoires, avec en particulier la volonté de ramener ceux qui n'ont chez eux, ceux qui n'ont pas vocation à rester en France. Oui, c'est l'objectif d'ailleurs du futur projet de loi qui est en préparation. Gérald Darmanin en a déjà parlé. Il sera présenté en 2023 et sans doute à l'Assemblée nationale, débat à l'automne 2023, d'après le calendrier. Gilles Platré, c'est absurde? Notre politique d'immigration est absurde? Non, mais ce qui est absurde, c'est que la politique d'immigration ait perdu le contrôle d'elle-même. Le sujet de la répartition peut se poser à un moment donné. D'ailleurs, on va en discuter dans cette émission. Je pense qu'il y a plein de fausses bonnes idées dans cette déclaration du président, mais au moins on peut en discuter. Est-ce qu'il faut que les immigrés aillent plus en milieu rural qu'en milieu urbain? Mais la vraie question que les Français se posent, c'est pas celle-ci. C'est quand est-ce qu'on va reprendre la maîtrise de nos flux migratoires? Et c'est ça qui me frappe, parce que finalement ce débat enjambe la question de fond, qui est celle de la reprise de notre souveraineté en matière de politique migratoire. Et moi, je suis frappé par ça. On a l'impression que finalement, eh bien, tout se fait comme s'il ne fallait rien changer. On a un bond énorme en matière d'étrangers accueillis sur ce territoire depuis quelques années. On a des chiffres records d'année en année. Et cette question n'est pas posée. On se dit, mais finalement, c'est une donnée. Comment on les répartit au mieux? Moi, je pense que la vraie question... Donc même vous si dites, je ne vais pas éluder votre question. On accepte la venue des immigrés sans contrôle, c'est ce que vous dites. Mais en tout cas, et après, on se pose la question de la répartition de ces immigrés. C'est exactement ça. Or, la première question à se poser, c'est d'abord celle de savoir si on est en capacité d'accueillir avant de savoir comment on les répartit. Et je pense que c'est ça la priorité. Bien. Alors, Emmanuel Marcadet. Oui, la première question à se poser, c'est peut-être déjà de qui on parle. On parle d'êtres humains. On parle d'êtres humains qui sont des réfugiés. Ce ne sont pas des émigrés, ce sont des gens qui ont obtenu une protection. Réfugiés, demandeurs d'asile. Qui ont protection de l'État français. Et puis après, comme ils sont des êtres humains, ils ont la capacité de se mouvoir où ils le veulent. En fait, ce ne sont pas des pions qu'on déplace comme on veut. Ce qu'il faut entendre par la répartition sur un territoire, c'est parce qu'on crée des centres provisoires d'hébergement pour les accompagner dans leur insertion et les accompagner. Et c'est de ça dont on parle. C'est où on positionne ces centres d'hébergement. Et durant cette émission, on pourra raconter comment, à France Fraternité, on profite de l'implantation de ces centres d'hébergement pour aider. C'est toujours facile d'implanter des centres d'hébergement. Je vous dis ça parce que j'ai lu ce qui se passe à Saint-Lys. À Saint-Lys, à côté de Toulouse, le maire qui est LFI, la France Insoumise, dit très bien, moi je veux bien. Parti socialiste, je crois. Non, il est LFI, je crois. Il est NUP. Et il dit, l'État veut absolument installer un tel centre sur ma commune, 10 000 habitants, la commune, 126 réfugiés, et moi je dis, pas plus de 80. Mais alors qu'il est LFI, il est NUP. Oui, mais
Il faut monter la mayonnaise. S'il n'y a pas de formule magique, il faut faire en sorte que, d'un côté, les populistes arrêtent de crier ça va être la fin des habitants du territoire parce qu'il y a des étrangers qui vont arriver, et voir quel projet commun on peut construire. Une ville de 10 000 habitants, on n'est pas dans la ruralité, on n'est pas sur le projet. On n'est pas dans la ruralité. À France Fraternité, on a accueilli 80 personnes dans le centre provisoire d'hébergement dans une commune de 2500 habitants sur une intercommunalité de 25 000 habitants. Voilà un petit peu l'échelle où on est, et on reproduit ce genre de situation, mais au final, on voit que ça apporte des solutions au territoire, ça apporte des solutions aux habitants. Donc c'est efficace. Enfin, c'est efficace. Ça peut l'être. J'oublie l'aspect humanitaire. C'est efficace je sais pas, c'est efficace parce que ça permet de repeupler, c'est efficace parce que ça permet de redonner vie à une école, c'est efficace parce que ça permet économiquement de développer un territoire qui se dépeuple. C'est efficace, c'est efficace parce qu'on ramène des travailleurs sociaux sur un territoire, parce que pour accompagner les réfugiés dans ces centres provisoires d'hébergement, on met des travailleurs sociaux. Ce sont des territoires, les territoires ruraux, où il n'y a plus de travailleurs sociaux. J'ai tendance à dire, on sait ce qu'est un éducateur de rue, on n'a pas encore conçu l'éducateur de ruralité. Oui. Et le fait d'amener des réfugiés sur des territoires ruraux, ce qui fait qu'on ramène des travailleurs sociaux sur un territoire qui, au final, et c'est ce qu'on fait dans nos tiers-lieux solidaires, on accompagne tout le monde. On n'accompagne pas que les réfugiés, mais aussi les gens d'ici. Bien, 0826 300 300, bonne idée ou pas bonne idée. Didier Lesky, qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Mais d'abord, il faut savoir précisément de quoi on parle en matière d'immigration. Je rappelle que le premier vecteur d'immigration en France, c'est l'immigration familiale, et qu'elle répond à des exigences d'abord humaines, c'est-à-dire les conjoints de Français, qui est la première cause d'immigration en France, et puis après les conjoints de résidence. Ça fait à peu près 90 000 personnes par an. La deuxième chose, c'est que bien évidemment, on a déjà l'expérience de la répartition, puisque c'est pas nouveau cette idée. On le fait avec les demandeurs d'asile. Vous pourriez même dire dans les années 70, 2000. Mais vous pourriez même dire que après la guerre de 14-18, par exemple, eh bien, on manquait d'hommes malheureusement à cause de l'hécatombe de la guerre. Et il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés en France, en particulier dans les zones rurales, en particulier là où on avait besoin de il y avait de l'emploi, de main d'œuvre et de l'emploi. Et après la guerre 14, il y avait de l'emploi. Et je rajoute du reste que c'est pas le cas aujourd'hui dans un grand nombre de zones. Je rajoute du reste que c'est un peu absurde. Parfois, je me pose la question, cette année, par exemple, l'OFII va faire venir 15 000 saisonniers du Maroc, si vous voulez. Alors, il y a un coût écologique puisqu'on les fait venir en avion, et ils sont là pour justement... 15 000 saisonniers. 15 000 saisonniers. Justement, on va en faire venir 3 000 en Corse pour ramasser les clémentines. Je pense qu'on a justement des personnes, entre 40 000 l'année dernière, qui ont eu un statut de réfugié. Je pense qu'il y a des besoins, en particulier de main-d'œuvre dans les zones rurales, pour toute une série de métiers, et qu'il faut plutôt construire des parcours de personnes à qui on a donné un titre de séjour parce que justement ils étaient réfugiés, plutôt que d'avoir une politique qui à mon sens est assez absurde, de ces va-et-vient. Je pense qu'il faut plutôt construire des parcours. 3 000 saisonniers en Corse pour ramasser, les clémentines. Voilà, pour ramasser les clémentines. Et donc on est dans des choses qui sont parfois un peu étonnantes à comprendre. C'est-à-dire d'un côté on nous dit il faut maîtriser, et en même temps on a une pression constante en zone rurale d'employeurs. Oui, donc c'est pas une si mauvaise idée, elle est pas si absurde que cela. Je présentais comme ça, c'est magnifique. C'est presque le paradis. Mais le paradis qui suppose un accompagnement social. Je dis ça avec un petit peu d'ironie et beaucoup de respect, parce que le débat le nécessite, et je vous l'accorde bien volontiers. Simplement, c'est une vision complètement tronquée, parce que oser prendre l'exemple des politiques migratoires conduites en France après la Grande Guerre, après la saignée de la Grande Guerre, dans une France qui était encore très largement rurale, c'est complètement décalé par rapport à la situation de la ruralité aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez pris le bon exemple, vous parlez de saisonniers. Mais lorsque vous aurez des bénéficiaires du droit d'asile, vous n'allez pas leur dire vous passez une saison et après on fait quoi? Parce que les clémentines, ça ne se récolte pas toute l'année. Et c'est vrai aussi pour d'autres productions agricoles. Donc c'est la fausse bonne idée de dire regardez, on manque de temps en temps de main-d'œuvre dans tel ou tel secteur et l'immigration va régler. Moi je pense, et d'ailleurs le président va même au-delà puisqu'il parle de la tenue des écoles, des effectifs
perspectives scolaires, comme si à chaque fois on allait trouver la solution miracle. Moi je pense vraiment que, c'est une vision complètement technocratique, ce discours du président de la République. Si vous voulez, c'est un discours parisien qui consiste à dire, regardez, en fait on connaît le problème, c'est l'Île-de-France qui est engorgée. Les gros problèmes d'accumulation de personnes venues de l'immigration régulière ou irrégulière se passent en Île-de-France, et il faut donc desserrer la contrainte. C'est encore un regard centralisateur. Ne cherchez pas autre chose. Ce discours est lié à cette situation particulière à Paris et autour de Paris. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la campagne. Quand on amène des populations, d'abord, il faut que la population locale ait quand même un certain degré d'acceptation. Vous vous dites, voilà, vous avez, alors je sais, on va nous dire, vous êtes inhumain, etc. Terminez, Gilles Plateau, je finis rapidement, et puis vous répondrez à Gilles Plateau. Je finis rapidement. Oui, donc d'abord, la plupart du temps, il n'y a pas d'accord local. Et ce sont des choses qui sont imposées. On l'a vu quand on a voulu décentraliser, éclater la jungle de Calais. Rappelez-vous, c'était François Hollande, 2015-2016. Non, mais attendez, moi je peux vous citer des tas de villages où ce débat a eu lieu précisément parce qu'on ne peut pas. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. D'abord, ça n'a pas duré. Été un sujet au moment des élections présidentielles de 2017. Parce que les choses n'avaient pas tenu dans la durée précisément. Vous savez très bien que ces villages, j'en ai aussi dans ma région, n'ont pas tenu, et donc on ne peut pas imposer. Ce que je regrette dans cette vision de M. Macron, c'est qu'on cherche à imposer à la ruralité une vision parisienne et technocratique. Il s'agit de construire quelque chose qui est déjà en œuvre, puisque pour construire, il faut être plusieurs. Mais je vais vous donner un autre chiffre avant la publicité. Ah oui. Voilà, 20% des places d'accueil de demandeurs d'asile en France aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 20 000, sont situées dans des départements de moins de 400 000 habitants. Et l'expérience que nous avons sur la durée, c'est que les personnes qui sont dans ces centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui obtiennent le statut de réfugié, accèdent beaucoup plus rapidement à l'autonomie et s'insèrent beaucoup mieux dans les zones que ceux qui sont dans des zones de forte concentration urbaine. Eh bien, nous allons soulever tous le débat est bien lancé. Il est passionnant. C'est bien parce que chacun échange ses points de vue, son point de vue. C'est ce que l'on souhaite, sans se jeter à la figure. Ce que j'entends à l'Assemblée nationale, par exemple. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Au moins, essayons les nuances, essayons de comprendre, essayons d'accepter les arguments des autres. C'est l'art de la conversation. Il est 11h15. Vous êtes sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Bien, le débat est lancé. Emmanuel Macron veut répartir les étrangers arrivant en France dans des espaces ruraux plutôt que dans les grandes villes, à la campagne plutôt qu'en ville. Oui, d'accord, mais quels étrangers? Là, on n'a pas les précisions. Didier Lesky. Je crois que si la précision là, puisque dans le même discours, le président de la République a dit qu'il fallait extrêmement ferme avec ceux qui sont clandestins, qui sont sans papier, qui n'ont pas vocation à rester, et ceux que nous répartissons déjà, ce sont les demandeurs d'asile, et la question c'est de savoir si on peut avoir une répartition intelligente de la charge de l'accueil pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié. Nous allons prendre Jean-Luc, vous allez répondre. Jean-Luc est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jean-Luc? Allez-y. Écoutez, je voulais dire, si vous voulez, parce que c'est un sujet d'actualité, j'habite très très proche de Bergerac, et il se trouve que sur Bergerac, il y a une société qui s'appelle la SNPE, où ils fabriquent des munitions pour le César. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ça fait plus de 40 ans que j'habite en Dordogne. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. La poudrerie de Bergerac, à l'époque, ils étaient plus de 1000 personnes. Oui. Ils sont tombés à 200 ou 300 personnes. Il y avait des conserveries partout sur Bergerac. Il n'y en a plus qu'une qui travaille, d'une façon saisonnière. Oui. Donc je ne vois pas du tout comment on peut recevoir des immigrés qui ne viendraient finalement que pour des travaux de saisonniers, c'est-à-dire pour ramasser les pommes ou les fruits. Et qu'est-ce qu'on ferait de ces gens-là après? D'autant plus qu'on a déjà des gros soucis avec la communauté qui est implantée depuis de nombreuses années. Communauté qui évolue d'une façon surprenante, qui est une communauté qui est là depuis 3-4 générations et qui maintenant est voilée, ne s'intègre pas. Voilà, il faut dire les choses. Oui, c'est-à-dire que les générations précédentes s'intégraient sans problème, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants ont plus de difficultés et s'intègrent moins bien.
Ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais oui, mais j'ai vu ça partout. Hein. On voit ça partout. Didier Lesky, on voit ça partout. Bien évidemment, on voit ça malheureusement dans beaucoup d'endroits. Je crois qu'il faut parler d'immigration au pluriel. Oui. Et toutes les immigrations ne posent pas les mêmes problèmes. Et c'est vrai que nous avons des difficultés particulières avec une partie de l'immigration qui est culturellement influencée par des régressions de l'islam. Il faut dire les choses. Il faut de le dire, bien sûr. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer et en avoir parfaitement conscience. Voilà. Et donc, je pense que ça fait partie des données. C'est pour ça que l'idée n'est pas de répartir comme ça à la va comme je te pousse. Il s'agit de construire des parcours et de faire en sorte que les choses se passent au mieux, en particulier dans des zones, et c'est malheureusement pas le cas partout, mais il y a certaines zones où il y a un besoin de main-d'œuvre important dans des industries particulières ou dans industries laitières. Pas à Bergerac dans tous les cas où on n'a pas d'emploi à offrir. Hein, c'est ça, Jean-Luc. Hein. Ah, plus du tout. Je pense qu'il faut corréler cette répartition merci beaucoup, aux besoins Jean-Luc. d'emploi. Oui, aux besoins d'emploi. Je pense que c'est un des facteurs, un des critères qui peut permettre d'améliorer la répartition et pas de donner le sentiment que c'est une charge pour des zones où il y aura déjà des difficultés. Est-ce qu'on doit dire non systématiquement, Gilles Non, Plattret? mais il ne s'agit pas d'être trop schématique. Je souscris complètement d'ailleurs à la nuance que vous venez d'apporter sur la capacité ou pas des populations à s'intégrer et à souhaiter cette intégration. En fait, l'intégration, elle ne peut pas être imposée. Elle est souhaitée ou elle est rejetée. Non, c'est aussi le rôle de l'État d'accompagner cette intégration. Je suis d'accord, on peut l'accompagner. Les services en ouvrant les écoles. Simplement, je dis ça. Mais les écoles sont ouvertes. La vraie question, c'est que ça ne suffit pas toujours, en l'occurrence, pour souhaiter que l'intégration soit souhaitée. Et c'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu de la différence culturelle à un moment donné. Elle peut être enrichissante, je ne dis pas le contraire, mais quand elle est manipulée par des mouvements politiques qui s'appuient sur un acte de foi, notamment, c'est le principe même de l'islamisme, qui prend la foi comme un vecteur de conquête politique, alors effectivement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas plus possible d'ailleurs dans nos villes que dans nos campagnes. Mais la vraie question quand même, je voudrais poser par rapport à la déclaration du président, puisque c'est celle-ci que nous sommes en train de commenter. Oui, je l'ai relu pendant notre pause de pub. Moi, je suis peut-être... j'arrive pas. Alors, je sais très bien qu'il y a toujours un certain brouillard dans ce que dit le président pour qu'on puisse comprendre parfois deux choses en même temps. Moi, je ne lis pas dans cette déclaration le fait qu'ils se sont engagés à ce que les demandeurs d'asile ne soient pas concernés par cette répartition dans le milieu rural. C'est-à-dire que vous risquez d'avoir sur le territoire non seulement des gens qui ont obtenu l'asile, et ça c'est l'honneur de la France que de le leur donner lorsqu'ils sont en droit de le réclamer. Pas de problème là-dessus, nous ne remettons pas cette capacité, cet honneur de la France en jeu. En revanche, nous savons très bien aujourd'hui que la demande d'asile est une des filières principales d'immigration clandestine, puisqu'il suffit, venant du monde entier, d'en faire la demande, et qu'on sait très bien, hélas, le président l'a abordé, que dans 9 cas sur 10, le débouté ne sera pas reconduit dans son pays d'origine. Donc si ça doit aboutir à ce que précisément des déboutés soient placés de force dans des milieux ruraux qui, votre auditeur l'a dit, sont dépourvus d'emploi parce qu'ils ont déjà des difficultés à gérer, c'est pire que tout. Alors justement, Gilles Plattret, nous avons au téléphone, vous allez pouvoir répondre, mais nous avons au téléphone Michel Fournier, qui est président des maires ruraux de France, maire de Lévoivre, dans les Vosges, c'est bien cela, hein? Michel Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Lévoivre, hein? C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Michel Fournier, que dites-vous en entendant notre débat? Quelle est votre position? Vous représentez les maires ruraux de France. Mais écoutez, les positions ne sont pas toutes semblables, hein, oui, c'est clair. J'imagine. Il faut l'imaginer comme cela. Mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose, parce que j'entends ce que vous évoquez et ce que chacun peut évoquer. Il est certain que ça peut poser quelques difficultés, mais il est certain aussi que ces immigrés, entre guillemets, qui sont en urbanité posent aussi des difficultés. Ça, c'est clair. Donc, si ces difficultés, elles sont peut-être multipliées parce qu'il y a une concentration. Alors, cette potentialité qui a été annoncée, il faut qu'elle soit simplement accompagnée. Et c'est peut-être aussi l'occasion, puisqu'on a des besoins énormes dans nos secteurs, dans nos ruralités, on a des besoins de réhabilitation de beaucoup de maisons, qui sont abandonnés pour X raisons. Ça veut dire que si on arrive
et je l'ai fait moi à titre personnel dans ma commune, si on arrive à intéresser des gens à devenir, en fait, à s'installer d'une façon plus définitive dans nos villages, en donnant quelques moyens, pas seulement des moyens financiers aux personnes, c'est pas ça, mais en donnant des moyens financiers aux collectivités pour faire en sorte que l'accueil soit le meilleur possible avec un accompagnement, alors pourquoi pas? Il faut aussi savoir être ouvert parce que finalement le problème il est là. Alors il faut à un moment donné être pragmatique et d'essayer de le traiter de la meilleure façon. Comment faites-vous? Vous avez accueilli des réfugiés dans votre commune? Ils n'étaient pas réfugiés au départ, d'accord, oui. Mais ils étaient, je me souviens de ma première famille que j'ai accueillie, qui s'appelait Boudjaja, donc on a compris, ça paraissait complètement, voilà, on n'avait jamais eu de gens d'origine musulmane dans le village. Eh bien finalement, avec l'accueil qui a été fait, avec l'accompagnement que l'on a fait au niveau de la municipalité et l'intérêt que ça a représenté pour la commune, parce qu'ils avaient des enfants, de sauver l'école à l'époque, eh bien, je veux dire, ça a été accepté d'une façon, et pourtant... Et aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, ils ne sont plus dans la commune. Mais je veux dire, je l'ai fait avec de nombreuses autres familles. Vous savez, des fois, dans un village, vous êtes étranger à partir de l'instant où vous n'êtes pas du village. Ça commence comme ça, où vous n'êtes pas du coin. Donc, je veux dire, voilà. Donc, cette notion d'être d'ailleurs, elle est toujours au départ, ça interpelle. Mais une fois qu'on la pratique intelligemment, eh bien, ça pose pas plus de problèmes. Parce qu'en fait, au départ, c'est quoi? C'est la crainte de voir des gens qui n'ont pas les mêmes habitudes que nous, quoi. Oui, ni la même culture. Évidemment. Merci beaucoup, Michel Fournier. Merci. Oui, vous vouliez réagir, Emmanuel Marcadet. Merci, Michel Fournier, d'avoir dit que celui qui est d'ailleurs, des fois, c'est celui qui ne serait-ce que de 50 km, 100 km, mais il n'a pas vécu et grandi sur le village. À France Fraternité, on a cet ADN de dire on lutte contre la concurrence des pauvretés. Et on ne regarde pas d'où vient la personne, on regarde quelle est sa difficulté. Et c'est vrai que sur les réfugiés, on peut avoir des difficultés d'insertion. Sur des demandeurs d'asile, je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Bien évidemment, les entreprises nous harcèlent pour les faire travailler, et bon nombre d'entreprises les font travailler, mais officiellement, ils n'ont pas le droit de travailler. Oui. Donc, une fois qu'on a fermé cette parenthèse, notre objectif à France Fraternité, c'est bien d'accompagner tous les gens d'un territoire qui soient venus d'ici, d'ailleurs, d'un peu plus loin. Et on se rend compte qu'en faisant du lien, en faisant du commun, que la grand-mère qui est esseulée parce que ses enfants sont loin, parce qu'ils travaillent loin, elle n'a pas vu ses petits-enfants depuis très longtemps, de retrouver une vie autour d'un atelier cuisine, autour d'un atelier couture, à retisser des liens avec des gens, des fois qui viennent de très loin ou des gens d'à côté. Ça permet de recréer du commun parce que c'est ce que manque notre ruralité aujourd'hui. C'est qu'on a tous tendance à stigmatiser, à dire c'est celui-ci, c'est celui-là qui est la cause de nos difficultés. Mais au final, la cause de notre difficulté, c'est qu'on n'a pas tissé de liens, c'est qu'on n'a pas eu les besoins. Bien. Didier Lesky a envie de s'exprimer, Gilles Platré aussi, je le sens. Puis Marie nous appelle de Montauban. Je vais prendre Marie. Il est déjà à 11h29, ça passe très vite le temps. 11h20, d'abord, quand c'est passionnant, ça passe vite, évidemment. 11h29, 0826 300 300. Marie nous appelle de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Allez, à tout de suite. Nous sommes ensemble dans 3 minutes. 33 0826 300 300. Prenons Marie qui appelle de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Marie. Oui, bonjour à tous. Je voulais répondre. Donc moi, je ne suis pas d'accord sur le flux migratoire à la campagne. Oui. Parce que moi, justement, je suis partie à la campagne pour la sécurité de mes enfants. J'habitais en Seine-Saint-Denis à Aulnay-3000. Ça commençait à devenir très craignos dans la cité, on va dire. On était tranquille, mais bon, voilà, il y a eu le flux migratoire qui est venu. Je suis partie à la campagne. J'ai fait construire un pavillon à la campagne pour la sécurité de mes enfants et puis de nous d'ailleurs, parce qu'on n'était pas vraiment en sécurité. Et donc, ils ont construit à la campagne où j'étais, ça s'est agrandi, ils ont construit des logements sociaux et ils ont rapatrié tous les gens qui venaient des 3000, voilà, donc ça nous a rattrapés. Et voilà, donc du coup, j'ai redéménagé et puis je suis repartie plus loin à la campagne parce que ça se passe mal parce que les gens qui venaient avant,
du temps qui venaient avant en France, c'était pour travailler. Déjà, ils ne portaient pas le voile, ils avaient le respect de la France, de les faire travailler, voilà, ils évoluent. C'était une évolution qui était, on allait manger de couscous chez eux, voilà, la plupart c'est des musulmans, donc aux 3000 c'est voilà. Oui. Et donc c'est par rapport à ça. On était amis, tout ça, mais maintenant ceux qui sont nés en France, ils n'ont pas le respect de la France, ils n'ont pas le respect de la femme, ils n'ont aucun respect par rapport à la police, on n'a pas assez de prisons pour les mettre, ces multirécidivistes qui vendent de la drogue, et on veut construire des centres à la campagne, et donc on ne peut pas non plus récupérer toute la misère de la terre, parce que en temps de guerre, nos grands-parents, ils se sont battus, ils ont souffert, ils sont restés en France, ils se sont cachés, ils sont pas partis, ils n'ont pas migré partout, voilà. Donc pourquoi tous les pays qui sont des conflits, la France récupère tous les, voilà, ils nous ramènent des coutumes qui ne sont pas les nôtres, ils veulent nous les imposer. Moi j'ai peur pour mes petits enfants. Voilà, je comprends. Voilà. On comprend vos inquiétudes, Didier Leschi. Qu'avez-vous envie de répondre à Marie? D'abord que je comprends ces inquiétudes et que je pense que toute politique aujourd'hui d'intégration passe par une lutte extrêmement ferme, en particulier contre le voile. Ça a été l'objet de la loi de 2004. Partout où le voile s'est développé, eh bien la démocratie s'est affaissée et le statut des femmes a considérablement diminué. Et je dirais que dans le tragique, la bonne nouvelle, c'est ce qui est en train de se passer en Iran. C'est-à-dire que si les femmes gagnent, eh bien, on peut espérer qu'il y aura une onde de choc positive, au moins à la hauteur de l'onde de choc négative. Je rappelle, Didier Leschi, que vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et donc je m'intéresse aux problèmes d'intégration qui ont des aspects internationaux très forts. Voilà. Évidemment. Ça c'est la première chose. Et donc je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a une politique à avoir d'ensemble. C'est-à-dire il faut être ferme, il faut reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rester ici. Mais par ailleurs, je pense que l'expérience sur la longue durée nous montre d'abord que ce ne sont pas les dernières arrivées qui sont forcément les moins respectueux de ce que nous sommes. Et je disais tout à l'heure qu'il faut parler d'immigration au pluriel. Nous savons que nous n'avons pas les mêmes problèmes en fonction des parcours des uns et des autres. Nous avons par exemple accueilli beaucoup d'Iraniens au début des années 80. Ils n'ont jamais posé de problème parce qu'ils savaient parfaitement ce que c'était que l'islamisme. Nous avons une partie de notre jeunesse qui ne sait pas ce qu'est l'islamisme et qui a une vision qui est fausse, par exemple, des pays d'origine de leurs parents. Dans lequel qu'ils ne connaissent pas et qui sont pour nous un problème parce que ce sont des pays où l'islamisme s'est particulièrement développé et il a des incidences et des effets ici négatifs. Une fois dit cela, je crois qu'il y a malgré tout la nécessité de penser une répartition de la charge de l'accueil. C'est pas simple, elle doit être articulée et accompagnée à mon avis en fonction des besoins de l'emploi dans certains secteurs du pays et aussi en zone rurale. Je pense à l'ouest de la France où il y avait des besoins de main-d'œuvre particulièrement importants. Et c'est vrai que c'est plus facile quand il y a des familles. Ça ne doit pas se faire de Paris, ça ne peut pas se faire sans concertation aucune. Ça ne peut pas se faire. Et du reste, ça ne se fait pas sans concertation. Aujourd'hui, je dirais... Je veux répondre que non. Parce qu'il n'y a pas de concertation aujourd'hui, y compris en milieu urbain. Je vous laisse finir, mais Monsieur le maire, par exemple, je vous dis, il y a plus de 200 centres d'accueil de demandeurs d'asile dans des départements de moins de 400 000 habitants. À chaque fois, il y a des discussions et il y a de l'acceptation. Et je dirais de toute tendance politique. Et je crois que c'est pas un sujet de tendance politique. Et du reste, vous avez parlé tout à l'heure d'une commune où le maire, je crois, se dit de gauche. Et qui refuse la mise en du côté de Toulouse, et qui refuse la mise en place justement d'un centre de préparation au retour, c'est-à-dire d'un endroit où les personnes sont censées rester entre 15 et 20 jours pour pouvoir après être reconduits dans leur pays d'origine. Mais je suis très surpris justement parce que ce débat-là, il est d'une certaine manière un débat qui n'est pas exactement droite-gauche. C'est un débat entre ceux qui réfléchissent sur la nécessité de l'accueil et de comment véritablement organiser l'accueil et ceux qui pensent qu'on ne sera pas obligé d'organiser de manière un peu intelligente l'accueil alors que
quelles que soient les responsabilités politiques qu'ils ont eues dans le passé, eh bien, il y a toujours eu un minimum de flux à prendre en charge d'immigration. Gilles Platré. Bon, alors je suis en désaccord. Enfin, il y a des éléments de votre analyse que je trouve particulièrement objectifs, notamment sur le raidissement d'une certaine pratique religieuse qui aujourd'hui ne me paraît plus compatible avec les lois de la République et l'esprit même républicain français. Ça, c'est clair. Et vous avez raison de dire que heureusement que l'Iran nous ramène tout de même à des réalités et peut-être fera taire certaines ou certains qui faisaient ouvertement la promotion du voile en France, pensant que c'était une liberté. On voit bien que ça n'est pas une liberté, c'est une férule, c'est le moyen de la soumission de la femme. Donc j'espère au moins que l'actualité internationale va ouvrir les yeux de certains et de certaines. J'en suis pas complètement certain. En tout cas, on continuera ce combat. En revanche, je peux pas vous laisser dire que à chaque fois que on implante des personnes, notamment des demandeurs d'asile, des réfugiés, même s'ils n'ont pas encore, parce que c'est encore, on revient sur notre sujet tout à l'heure, qui n'ont pas tous le statut, parce que bien peu l'auront en réalité par rapport au nombre de demandeurs. Vous le savez très bien, le statut de réfugié est accordé d'une façon faible par rapport à la masse de ceux qui réclament l'asile en France. Mais en tout cas, je ne peux pas vous laisser dire que dans les communes, nous soyons associés. Moi, je peux vous donner modestement l'exemple de la mienne, ça n'est pas un milieu rural, c'est 47 000 habitants, mais où Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, mais nous avons aujourd'hui ouvertement des populations qui arrivent, mais jamais la mairie n'est consultée par l'État, ni même informée de ce qui se passe. Je vous le dis comme ça se passe, et je pense que d'autres maires pourraient corroborer ce sentiment, parce que ce n'est pas un sentiment isolé. Donc c'est important ce sujet-là. C'est pas parce qu'on va absolument tout savoir, c'est que si vous voulez à un moment donné que la politique conduite soit acceptée par la population, il faut qu'il y ait un débat préalable. Si vous l'imposez, eh bien vous avez ce sentiment qu'a eu notre auditrice tout à l'heure, qui a très bien résumé les choses, ce sentiment de ne plus être chez elle et de devoir quitter l'endroit où elle habite parce qu'elle s'y sent comme étrangère. On ne peut pas accepter ça. Donc je crois qu'il faut revenir d'abord à un contrôle migratoire sévère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France, à des reconduites à la frontière dès lors que le demandeur d'asile est débouté, ce qui n'est pas le cas en France. Vous avez 9 chances sur 10 en étant débouté de ne pas être reconduit dans votre pays d'origine aujourd'hui, et c'est bien là le fond du problème, et ensuite une acceptation locale par un débat qui souvent n'a pas lieu. Bien, oui, Emmanuel Marcadet. Oui, c'est important en effet de rappeler que qui sont ces gens? Les derniers arrivants qui viennent d'avoir leur statut, ceux-là, moi je les rencontre, je les accompagne, et ils sont heureux qu'on leur propose une école rurale pour leurs enfants, parce qu'ils me disent, pour la première fois, mes enfants vivent une école française, parce qu'avant, en effet, ils étaient accueillis dans des espaces plutôt du type de la Seine-Saint-Denis, que décrivait Marie, et là, excusez-moi, mais on a abandonné la deuxième génération d'immigrés en ghettoisant, et de fait, c'est vrai que les lois de la laïcité, la France n'a plus vraiment sa place, et c'est ça qui est fort dommage. Et les derniers arrivants, quand on les installe dans ces espaces-là, disent eux-mêmes, c'est pas ça la France. Et donc ils sont d'accord avec Marie, et ils font bien attention, et ils découvrent une autre ruralité. C'est vrai que quand ils ont fait leur voyage, qu'ils ont traversé la planète, pour fuir la mort tout simplement, et qu'ils arrivent chez nous, ils voyaient Paris. Et quand ils arrivent, ils voient Paris et ils se concentrent à Paris. Et que les travailleurs sociaux ont un immense travail à faire pour leur expliquer qu'il y a d'autres endroits en France. Quand ils sont réfugiés, ils ont le droit de se mouvoir à leur guise. Nous, on fait le travail, en effet, pour les guider vers d'autres, pour les guider vers la province. Et quand vous dites à Chalon, on en voit arriver, mais en fait, c'est parce que ce sont des femmes et des hommes libres qui choisissent d'habiter à tel endroit. Des demandeurs. Alors, sauf après quand ce sont des centres d'accueil. Oui, mais bien sûr, ce sont des demandeurs. C'est pour ça. Donc, on est toujours sur cette ambiguïté de la déclaration du président. Est-ce qu'on parle bien de ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, ou est-ce qu'on demande ceux qui le demandent? C'est complètement différent. Et quand on a obtenu le statut, effectivement, séparons-les des enfants qui sont là depuis 2 générations, qui sont un petit peu perdus. De ceux qui viennent d'arriver. Marie parle de tous ces enfants-là. Oui, mais des fois des enfants de la France. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a confusion. Il y a mélange, évidemment. Les premiers réfugiés ça qui est dramatique. Sont arrivés en France parce que dans les années 60, parce qu'on avait besoin d'eux, on a fait venir beaucoup d'immigrés. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'eux pour des raisons économiques. Pour le travail, bien sûr. Disons clairement les choses. On les a entassés dans des bars d'immeubles. Oui. Ensuite, il y a eu la génération... Enfin, vous connaissez ça. Les bars d'immeubles, c'était un progrès des années 70. Je vois bien le problème. Je ne dis pas les difficultés. D'abord, c'est vrai qu'on a eu des vagues d'immigration qui étaient différentes jusqu'à la fin des années 70.
70, début des années 80. On avait majoritairement des personnes qui venaient du sud de l'Europe, plus des Algériens qui sont devenus de manière de plus en plus importante à partir de 1960, 1962. Mais c'est vrai que ça ne posait pas les mêmes problèmes, ou disons qu'il y avait des problèmes, mais que la situation de travail aidait à l'intégration. Évidemment. Et c'est pour ça que moi, dans cette discussion, je pense que l'intelligence, c'est de lier cette répartition à la question du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, nous avons déjà une répartition. Mais c'est un statut, le travail, en plus. Oui, bien sûr, c'est un statut. Et c'est un statut. Je pense et je plaide auprès de mes autorités, du reste, pour qu'on renoue d'une certaine manière avec le travailleur immigré. C'est-à-dire que là où on envoie des gens, ou là où il y a des gens qui sont déjà demandeurs d'asile, dont on sait qu'ils vont obtenir le statut de réfugié, eh bien, je pense qu'il faut les mettre en formation dans des métiers qui sont aujourd'hui en tension et pour lesquels on a des besoins de main-d'œuvre, parce que on est dans une contradiction du débat public. J'entends régulièrement des responsables du MEDEF qui nous disent bah oui, on n'a pas suffisamment de gens pour travailler. Bon, oui, il y a un problème. J'entends des responsables agricoles qui disent bah oui, il nous faut des bras. Et je rappelle que pendant la période du Covid, où les flux étaient complètement taris, on a dit on va essayer de voir si on peut trouver dans la population française des gens pour faire du travail agricole. On les a pas trouvés, et on sait que dans ceux qui viennent et qui obtiennent le statut de réfugié, il y a beaucoup de gens, de jeunes volontaires. Je pense par exemple au maraîchage en Loire-Atlantique, où on a des réfugiés qui ont été embauchés par des maraîchers. Je pense à d'autres zones. Et donc, il faut une politique intelligente. Maintenant, il faut être très clair. Tout ça n'est pas simple, et il y a effectivement, il ne faut pas le nier, deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut augmenter les reconduites. Tout le monde est d'accord là-dessus, et ça suppose pas simplement un encadrement juridique sans doute. Mais alors comment est-ce qu'on arrive à remonter le nombre de conduites, de reconduites? Ça suppose aussi une discussion de plus en plus ferme avec des pays d'origine qui ne reprennent pas leurs ressortissants une fois qu'ils ont été déboutés. Je rappelle que le président de la République a été le premier à mettre en cause la politique de délivrance des visas, de la réduire drastiquement en disant bah oui, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il faut aller plus loin. Oui, et pourquoi les visas? Parce que l'expérience des régularisations précédentes, eh bien, quand on analysait les dossiers, on s'est aperçu que le premier vecteur d'immigration clandestine, c'était très souvent le visa de court séjour. Donc il y a quelque chose qui est en lien, et si on veut avoir une politique vertueuse en la matière, eh bien, il faut avoir une discussion ferme avec certains pays d'origine. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut construire localement l'emploi, la formation, le logement, et ne pas mettre les choses comme ça sur la table de manière On va finir le débat avec Bernard qui va intervenir aussi. En partie de Gilles Platel. Mais le débat nous a permis d'avancer. Oui, nous avançons, nous débattons, chacun avec sa vision des choses, mais c'est l'essentiel, c'est ce qui compte. Il est 11h47, vous êtes sur Sud Radio, merci, 0826 300 300, à tout de suite. Il est midi moins 10, bien, midi moins 10, la discussion pendant la page de pub était absolument passionnante. Vous me disiez, attention, parce que le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les réfugiés qui arrivent. Aujourd'hui, le problème, ce sont les enfants de ceux qui sont ou les petits-enfants de ceux qui sont arrivés dans les années 60. C'est cela, Didier Lesky. Et qui sont pour beaucoup embarqués par l'islamisme politique. Malheureusement, on a une partie de notre jeunesse qui a été, je dirais, aspirée par le soleil noir du djihadisme, et c'est un drame collectif. D'abord, c'est un drame pour eux parce qu'une partie d'entre eux est allée mourir bêtement dans des théâtres d'opération, et c'est un drame collectif parce que c'est un échec, mais qui est un échec qu'on peut comprendre parce qu'il est à la conjonction de deux choses. Sans doute la désindustrialisation a pesé beaucoup avec la destruction des organismes, du christianisme social, des organisations syndicales, des partis politiques qui, à l'époque, pendant très longtemps, ont tenu sur des questions de laïcité des positions beaucoup plus fermes sans doute qu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, et c'est pour ça que c'est pas simplement l'État qui est fautif ou notre collectivité, c'est la pression internationale, de l'islam radical, et qui a dans ce vide qui a été créé par la disparition, je dirais, des autres, qui a investi le secteur. Ça entraîne évidemment ce que les habitants des zones rurales voient
dans les villes, bien sûr, eh bien, ils ne veulent pas le vivre dans leur pays. Et non seulement, mais je comprends tout à fait qu'ils ne veulent pas le vivre dans leur pays, et c'est pour ça qu'il faut avoir sur ces choses-là un discours particulièrement ferme. Voilà, particulièrement ferme. Mais de manière collective, et je crois que c'est ce qu'a essayé de dire le président de la République, on n'a pas intérêt à la constitution de ghettos de plus en plus fermés. Il faut casser cela. Voilà, casser cela, ça suppose que ceux que nous avons acceptés, nous puissions intelligemment les mettre dans des endroits où on puisse leur faire échapper pour cette partie de l'immigration, parce que toutes les immigrations ne posent pas de problème, mais échapper à cette pression de l'islamisme là, on parle radical. De ceux qui sont les jeunes là, qui sont islamisés. Pardon, mais ce sont des Français. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas des immigrés. Bien sûr. Et c'est pour ça d'immigrés ou petits-enfants. Et c'est pour ça que moi j'ai l'expérience de jeunes qui viennent d'ailleurs et qui du coup peuvent dire à ceux qui sont ici, attention, vous vous tromperez complètement sur ce que... Donc, sur ce à quoi celui vous qui vient adhérez. d'ailleurs a un rôle à jouer. Celui qui vient d'ailleurs, je pense qu'il y a une partie de ceux qui viennent d'ailleurs qui ont un rôle à jouer et qui est le rôle de dire attention, ce que j'ai fui, je ne veux pas l'avoir ici. Et par exemple, ça a été le cas dans les années 90 de beaucoup de femmes algériennes qui sont arrivées ici et qui ont été les premières à dire attention, il faut être particulièrement ferme sur la question du voile quand il a commencé à apparaître, parce que si vous n'êtes pas ferme aujourd'hui, demain vous aurez des difficultés. Et donc, on a un jeu. Je pense, enfin, le débat nous a quand même permis d'arriver sur un des nœuds, en réalité, de l'acceptation ou pas de l'immigration, et d'une façon générale de l'étranger. J'élargis notre débat. La France est un pays qui a, dans son histoire, beaucoup accueilli. Alors, avec plus ou moins de bonheur, parce que faut pas qu'on schématise trop, c'est pas parce que l'immigration est européenne que spontanément elle était accueillie avec des brassées de fleurs. Ben aujourd'hui, les Ukrainiens sont très bien accueillis. Je suis bien d'accord, mais on se rappelle aussi des combats de quartier entre les Italiens qu'on appelle les Rital, etc., les Polonais, mais ils sont tous arrivés à s'intégrer parfaitement parce que la société a accepté aussi. Aujourd'hui, la grande donnée qui bouscule ce schéma-là, c'est précisément le raidissement d'une pratique religieuse et ce qui, pour moi, et sa prise en otage par un projet de conquête politique mené par les salafistes, par les frères musulmans, bref, l'islamisme pour aller vite. Et si on ne traite pas ce problème-là, on ne réglera jamais le problème de l'acceptabilité. Enfin, là, je vous rejoins complètement là-dessus. Et vous avez raison de dire que ces aspirants à la liberté, celles et ceux qui méritent le droit d'asile, qui se tournent vers la France comme le pays de la liberté pour réclamer sa protection, voient dans notre pays ceux qui y ont renoncé, qui soumettent la femme au diktat du père et du mari, et qui finalement sont aux antipodes de ce rêve de liberté qu'eux-mêmes ils partagent avec nous. Donc ça veut bien dire que le problème fondamental de l'immigration, ce sera d'arriver à traiter en France la lutte, les moyens de lutte et d'éradication de l'islamisme. Et ça passe par des mesures fortes. On n'a pas le temps d'en discuter là. Je pense que la question du voile est posée pas simplement dans les services publics, elle est posée dans tout l'espace public. Et ça, il faudra à un moment donné qu'on la pose, sinon on ne réglera aucun des problèmes. Emmanuel Marcadet, je prends Bernard très vite. Le voile est la partie visible de l'iceberg. L'enjeu, c'est que les premières immigrations, il y avait des mouvements, des initiatives, des associations qui travaillaient sur le lien populaire, la laïcité, le pacte républicain. Aujourd'hui, si les politiques islamistes arrivent à s'implanter, c'est qu'en face, qui sont les politiques qui sont dans les quartiers? Quels sont les mouvements associatifs qui sont présents? Il y a beaucoup de vide. L'enjeu à France Fraternité, quand on travaille sur l'accueil de réfugiés, quand on dit accompagner les gens d'ici en même temps, c'est qu'on rencontre des gens qui sont aussi en grande souffrance, aussi en grande difficulté, qui ne l'expriment pas forcément, parce que les gens d'ici ont tendance à dire on n'est pas des cassos, on n'a pas besoin d'aide. Et de voir en revanche les autres demander de l'aide. Il faut réconcilier tous ces gens, les faire vivre ensemble et faire du commun. C'est l'un des enjeux principaux. Et pour ça, il faut que le politique soit présent, pas sous forme de policiers, parce qu'aujourd'hui on en est là, on descend avec les gendarmes, et encore les gendarmes pas et sous les forme pompiers ont du mal à rentrer. Et c'est compliqué. Il faut les deux. Il faut la force et la sécurité. Il faut que tous les acteurs publics y soient. Il faut que l'ensemble des acteurs soient présents dans ces espaces où on a une population qui est perdue et qui est abandonnée à d'autres qui prennent la place. Bien, je vais arrêter là malheureusement notre débat. Je prendrai Bernard tout à l'heure après les informations de midi parce qu'il est déjà 11h57. Je voulais vous remercier tous les trois.